Nyarlathotep. L'inexorable chaos. Je suis le dernier. Je parlerai au vide qui m'écoute. Je ne sais plus vraiment quand tout a commencé, mais cela remonte à des mois. Il régnait une tension générale terrible. À cette période de bouleversements politiques et sociaux s'ajouta un pressentiment étrange et troublant, l'appréhension de quelque horrible danger physique, un danger généralisé, global, un danger tel qu'on ne peut le concevoir que dans les fantasmes nocturnes les plus effroyables. Je revois les gens aller et venir, le visage blême et soucieux, chuchotant avertissements et prophéties que nul n'aurait osé répéter consciemment, ni même admettre en son fort intérieur qu'il les avait entendus. Le pays était envahi par un insoutenable sentiment de culpabilité, et des abysses interstellaires soufflaient des vents glaciaux qui faisaient frissonner les hommes lorsqu'ils étaient seuls dans le noir. Le cycle des saisons connut un changement démoniaque. Les chaleurs automnales s'éternisèrent atrocement, et tout un chacun sentait que le monde, peut-être, était passé des mains de dieux ou de forces connues à celles de dieux ou de forces inconnues. C'est alors que Nyarlathotep vint d'Égypte. Qui il était, nul ne le savait, mais il portait en lui le sang des antiques Égyptiens et ressemblait à un pharaon. Sans savoir pourquoi, les fellahs s'agenouillaient en le voyant. Il se disait surgi de 27 siècles de ténèbres et affirmait avoir perçu des messages provenant de lieux extérieurs à cette planète. Nyarlathotep, mince, sinistre, le teint cuivré, gagna les pays civilisés. Sans cesse il achetait d'étranges instruments de verre et de métal qu'il combinait de manière à obtenir d'autres instruments plus étranges encore. Il parlait beaucoup de science, surtout d'électricité et de psychologie, et faisait des démonstrations de pouvoir qui laissaient ses spectateurs pantois, mais lui apportèrent une renommée exceptionnelle. Non sans frissonner, les gens se conseillaient d'aller le voir. Et partout où Nyarlathotep se rendait, il n'y avait plus de repos, car les hurlements de cauchemar déchiraient les petites heures de la nuit. Les cris de ce genre n'avaient encore jamais constitué un tel problème. Les savants auraient presque souhaité pouvoir interdire le sommeil à ces heures-là, afin que ne soit plus dérangée de si horrible manière la lune pâle et méprisante, qui brillait sur les eaux vertes, glissant indolemment sous les ponts et sur les vieux clochers, croulant sous un ciel blafard. Je me rappelle le jour où Nyarlathotep vint dans ma ville, cette grande cité, vieille et terrible, théâtre de crimes innombrables. Un ami m'avait parlé de lui, de ses révélations infiniment fascinantes et séduisantes, si bien que je brûlais d'explorer ses mystères les plus secrets. Mon ami affirmait qu'ils étaient plus abominables, plus impressionnants que les produits les plus délirants de mon imagination. Il affirmait que les visions projetées sur les écrans des salles plongées dans l'obscurité annonçaient des choses que seul Nyarlathotep aurait osé prédire et que, dans le crachotement de ces étincelles, il prenait aux hommes ce qui ne leur avait jamais été pris, et que cela se lisait uniquement dans leurs regards. À l'étranger, on racontait par ailleurs que ceux qui connaissaient Nyarlathotep voyaient des choses que les autres ne voyaient pas. C'est au cours de cet automne brûlant qu'un soir, avec les foules surexcitées, j'allai voir Nyarlathotep. Dans l'étuve du dehors, je traversais la nuit, montais d'interminables escaliers et pénétrais dans une pièce suffocante. Là, projeté sur l'écran, je vis de sombres silhouettes encapuchonnées parmi des ruines,
et des visages jaunes et mauvais apparaître derrière des monuments effondrés pour jeter des coups d'œil scrutateurs. Et je vis le monde lutter contre les ténèbres, combattre les vagues destructrices venues du tréfonds de l'espace, des tourbillons, des bouillonnements, une bataille livrée autour d'un soleil à l'éclat de plus en plus faible et froid. Les étincelles entamèrent alors un ballet étonnant autour de la tête des spectateurs, et les cheveux se dressèrent, cependant que des silhouettes d'un grotesque indicible venaient se tapir sur les crânes. Et lorsque, fort de ma nature plus froide et scientifique que les autres, j'osais protester, quoique en marmonnant d'une voix tremblante, qu'il s'agissait d'une imposture à base d'électricité statique, Nyarlathotep nous chassa tous. Nous dévalâmes l'escalier vertigineux pour regagner les rues désertes, chaudes et moites, en plein milieu de la nuit. Je hurlai à qui voulait m'entendre que je n'avais pas peur, que je n'aurais jamais peur. Et d'autres hurlèrent avec moi pour se rassurer. Nous nous jurâmes que la ville n'avait pas du tout changé, qu'elle était toujours vivante. Et lorsque les éclairages commencèrent à faiblir, nous accusâmes la compagnie d'électricité et la maudîmes à qui mieux tout en riant des drôles de têtes que nous faisions. Nous devions, je pense, sentir quelque émanation de la lune verdâtre, car dès que nous commençâmes à nous reposer sur sa seule lumière, nous dérivâmes involontairement en curieuse formation. Nous avions le sentiment de savoir où nous allions sans pour autant oser penser à la destination. À un moment, contemplant la chaussée, nous remarquâmes que les pavés, délogés par l'herbe, étaient branlants, et qu'il ne subsistait guère qu'une ligne de métal rouillé, là où passaient habituellement les tramways. Nous vîmes d'ailleurs un wagon solitaire, sans fenêtre, décrépit, et presque renversé sur le flanc. Regardant autour de nous, nous ne vîmes pas la troisième tour près du fleuve. La silhouette de la deuxième, quant à elle, était déchiquetée en son sommet. Nous nous séparâmes alors en minces colonnes, dont chacune sembla attirer dans une direction différente. L'une disparut dans une étroite ruelle sur la gauche, en ne laissant derrière elle que l'écho d'un atroce gémissement. Une autre s'engouffra dans une bouche de métro envahie d'herbe, en poussant des hurlements de rire déments. Ma colonne fut entraînée vers la rase campagne et ressentit un froid étranger à cet automne brûlant. Car en entrant sur la lande sombre, nous vîmes autour de nous la lune infernale se refléter sur des neiges maléfiques, des neiges vierges, inexplicables, formant une traînée coupée par un gouffre que ses parois scintillantes faisaient paraître plus noires encore. La colonne semblait bien maigre lorsque, rêveuse, elle entra dans la faille d'un pas traînant. Je me laissai distancer, car je trouvais effrayante cette crevasse noire dans la neige verdie par la lune, d'autant que j'avais cru entendre au loin une inquiétante lamentation lorsque mes compagnons avaient disparu. Mais je ne pus résister longtemps. Comme en réponse au signal de ceux qui m'avaient précédé, je flottais à demi, tremblant de peur, entre les congères titanesques et entrais dans le vortex aveugle de l'inimaginable. Étais-je conscient à en hurler? Délirais-je en silence? Seuls les dieux anciens pourraient le dire. Une ombre sensée, écœurée, se tordant dans des mains qui ne sont pas des mains, et tourbillonnant aveuglément au milieu des épouvantables abysses d'une création pourrissante, des cadavres de mondes dont les villes sont les plaies, des vents de charniers qui soufflent sur les étoiles blafardes et en diminuent l'éclat. Au-delà des mondes, les fantômes vagues de choses monstrueuses. Sous l'espace, les colonnes entreaperçues de temples païens
juchés au sommet de rochers sans nom et dressés vers des vides étourdissants au-dessus des sphères de la lumière et de l'obscurité. Et à travers le révoltant cimetière de l'univers montent depuis des salles sombres et inconcevables situées au-delà du temps les battements de tambours sourds à vous rendre fous et la complainte fluette et monotone de flûtes blasphématoires, les rythmes et mélodies détestables sur lesquels dansent lentement, maladroitement, absurdement, les noirs et gigantesques dieux ultimes, gargouilles aveugles, muettes et ineptes, dont Nyarlathotep est l'âme.